Génial. Bonjour. Voilà tout juste un an que Donald Trump est à la Maison-Blanche, une année marquée par des tweets et des déclarations toutes plus fracassantes les unes que les autres. Et pourtant, il y a quelques jours, dans son édito, le directeur de la rédaction du Figaro Magazine, Guillaume Roquette, s'interrogeait « Et si les dérapages verbaux de Donald Trump se révélaient finalement efficace ?» Eh bien, c'est un peu la question que l'on se pose à la lecture de ce livre, Trumpitude et Turpitude, écrit par notre confrère Philippe Corbet. Et justement, il est avec nous pour nous en parler aujourd'hui au Figaro. Bonjour Philippe Corbet. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui en plateau sur Figaro Live. Vous êtes le correspondant de RTL aux États-Unis. Pendant un an, vous avez noté consciencieusement les meilleurs mots de Donald Trump et vous les avez compilés dans cet ouvrage. Un livre qui révèle toute la puissance des mots de Trump, car ce que vous appelez ces trumperies, loin de le desservir, au contraire, ne cesse d'asseoir son pouvoir. Et comment vous expliquez ce paradoxe? L'édito que vous citez de Guillaume Roquette est tout à fait exact. C'est-à-dire que ces trumpitudes, c'est-à-dire que ces mots, ces tweets, ces déclarations, ces sorties spontanées de Donald Trump, ce sont des armes. C'était des armes déjà pendant sa campagne, avant même d'ailleurs qu'il soit en politique, c'est ça qui l'a fait connaître. Et ce sont des armes qu'il utilise toujours aujourd'hui au pouvoir, au quotidien, dans des tweets à 6h du matin, dans des déclarations. Par exemple, il sort souvent de ses discours écrits pour rajouter quelque chose. Et oui, c'est ça finalement qui fait le sel du discours. Et on peut détester Donald Trump, ou on peut l'adorer, on peut juger qu'il est un dirigeant autoritaire, ou au contraire qu'il est en train de restaurer le pouvoir de l'Amérique. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'on aurait tort de ne pas l'écouter, et de ne pas écouter ce qu'il dit, et de considérer qu'au fond... De ne pas le prendre au mot. Oui, il faut le prendre au mot, parce que souvent ses opposants disent... Oh, il est bien pire encore que ce qu'il dit. Ou alors ceux qui essayent de lui trouver des circonstances atténuantes disent, au fond, il faut regarder ce qu'il fait et non pas ce qu'il écrit ou ce qu'il dit, ce que disait le journal éditorial du Monde. Et effectivement, ce qu'il fait est important. Mais sauf que ne pas regarder ce qu'il dit, c'est-à-dire ne pas regarder ses armes, c'est passer à côté de ce qui a fait le pouvoir de Donald Trump, ce qui fait qu'il est devenu président des États-Unis. C'est ce qu'il a fait élire, ce sont précisément ces mots-là dont on disait qu'ils allaient le faire perdre. Absolument, il n'a pas gagné malgré ses mots, il a gagné grâce à ses mots. Ça n'est pas parce qu'il n'a pas gagné parce que les gens ont oublié telle ou telle déclaration, c'est parce qu'il a fait telle ou telle déclaration stupéfiante qui parfois bousculait les consciences qu'il a réussi à être élu et qu'il gouverne aujourd'hui. Donc ça serait une erreur de passer à côté. Et en plus c'est une matière historique formidable. Jamais dans l'histoire on a eu accès comme ça aux émotions spontanées et immédiates d'un homme aussi puissant. Absolument hallucinant, sans filtre du personnage. Absolument, sans filtre. Et c'est d'un point de vue historique, je pense que dans 2 siècles, 3 siècles, quand on regardera la présidence de Donald Trump, on ne pourra pas ne pas d'abord s'appuyer sur ces mots. C'est une matière historique fascinante. Alors que révèle du personnage l'extrême simplicité de ces mots? Justement, il en utilise peu et leur nombre restreint. Il utilise un vocabulaire assez simple. Pour moi qui suis francophone et qui a appris l'anglais, donc je pense apprendre l'anglais, il m'arrivait par exemple, pendant que je suivais parfois des discours de Barack Obama, de devoir aller vérifier le sens d'une expression idiomatique, de comprendre exactement pourquoi il utilisait tel mot ou tel autre. Avec Donald Trump, aucun problème. J'ai parfois quelques problèmes d'argot, c'est-à-dire qu'il faut que je vérifie exactement le sens de l'argot, mais la plupart du temps, ce sont des mots assez simples. C'est great, big, et parfois fantastic, amazing, tremendous, mais c'est souvent des mots assez simples. Et c'est ça aussi sa force, c'est qu'au fond, il parle comme les Américains de la rue, comme les Américains qui regardent la télé-réalité, lisent des tabloïds. Récemment, j'étais, lors de son dernier meeting en Floride, je discutais avec un jeune homme, jeune entrepreneur, enfin un petit patron, qui avait jusque-là toujours voté Obama, qui avait une vision de la politique assez sombre, qui disait qu'il était très déçu par les politiques en général, qui disait « j'ai voté pour Trump, pas tellement pour son programme, mais parce qu'au fond, il me parle comme si on était tous les deux dans un bar ». Et c'est assez juste parce qu'au fond, il parle aux Américains spontanément comme les Américains se parlent entre eux. Et ça, c'est une force incroyable. Quand est-ce qu'elles sont nées, ces trumperies, ces dérapages? Est-ce que c'est né pendant la campagne présidentielle? Il s'est trouvé cette fameuse stratégie verbale, ou bien c'est né bien avant? C'est né bien avant, c'est né dans les années 80. Au fond, il était un jeune entrepreneur, de travaux, de bâtiments à New York qui était assez efficace. Et au milieu des années 80, il était très connu à New York et il décide, on lui propose plutôt, un éditeur lui propose de faire un livre racontant son parcours et voilà. Et il rencontre un journaliste de New York qui avait fait un portrait de lui, assez dur pourtant, et il le rencontre. Et pendant 1 an et demi, ce journaliste le suit.
le suit partout et note des phrases. Et en fait, il a écrit plus ou moins le livre comme ça, en notant des phrases de Trump et en l'assemblant ensemble. Et ce livre a eu un succès incroyable, ça s'appelle The Art of the Deal. Il dit que c'est le plus grand livre après la Bible de Donald Trump. Pas forcément le cas, mais en tout cas, c'est un livre très intéressant parce que tout y est déjà. Et surtout, on lit du Trump parce que le langage Trump est un langage très particulier. Et dès les années 80, finalement, ce langage est fixé. Et finalement, il répète un certain nombre de formules, de phrases. Il y a des formules des années 80 qu'il utilise toujours, qui sont toujours très efficaces aujourd'hui. Et le langage de Donald Trump est très intéressant et il a toujours utilisé ce même langage, y compris, moi par exemple, je pensais quand il allait devenir président qu'il allait se normaliser d'une certaine manière. Oui, ça s'agir un peu, se normaliser comme ce qu'il avait fait d'ailleurs dans les dernières semaines de campagne où il tweetait moins. Discours, voilà, le soir de son élection. C'était un discours, il n'était pas sorti de son discours, c'était presque ennuyeux, ce qui arrive rarement avec Donald Trump. Et en fait, dès le discours d'investiture, le 20 janvier, et dans les 3 jours qui ont suivi, c'est là d'ailleurs que j'ai décidé d'écrire le livre, parce que je me suis dit, en fait, il ne s'est pas normalisé dans le langage. Au contraire, il va se servir du langage plus que jamais comme d'une arme. Et c'est là que je me suis dit, il faut absolument noter tout ça et le montrer, le traduire aux Français qui ne le perçoivent pas en version originale. Mais d'ailleurs, le sous-titre du livre, c'est un carnage américain. Ce mot, cette expression carnage américain, il l'utilise dans son discours d'investiture. Il dit, parce que c'est un discours extrêmement sombre, alors que traditionnellement, les discours d'investiture sont des discours de rassemblement, assez généraux. Lui, il fait un discours totalement dans la ligne de sa campagne. C'est un discours style Bannon, la ligne populiste qu'il a fait élire, et il dit à un moment donné, il décrit une Amérique très sombre, finalement ravagée par la crise économique, par la criminalité, et il dit « ce carnage américain prend fin ici et prend fin maintenant ». Et j'ai voulu mettre ça en titre parce que finalement, c'est un mot de Donald Trump, c'est un mot qui fait débat, c'est un mot que beaucoup de gens ne connaissent pas parce qu'au fond, ils n'écoutent plus ce qu'il dit. Et il faut écouter ce qu'il dit. Il faut prendre ces phrases au mot, et il faut les regarder. Il n'y a pas besoin de rajouter des commentaires, il n'y a pas besoin de spéculer comme on fait des journalistes sur sa santé mentale ou sur sa folie ou sur je ne sais quoi, ou sur son intelligence. Lisez ces mots, ils parlent de façon spontanée, tout est dit, tout est là. Est-ce qu'il y a une Trumperie qui vous a choqué plus particulièrement ou qui vous reste vraiment en mémoire sur cette année passée ? Il y en a une qui est très révélatrice parce que c'est vraiment par le langage qu'il crée une situation politique, une situation de crise politique. C'est après le drame de Charlottesville, lorsqu'une militante antiraciste est tué dans un accident par un sympathisant du Ku Klux Klan. Dans un premier temps, il a des paroles. Dans un premier temps, il ne veut pas condamner les manifestants pro-Ku Klux Klan. Puis après, il a une parole assez modérée, il lit un texte. Et puis finalement, il rajoute quelque chose. Le lendemain, il dit finalement, il y avait des torts des deux côtés. Ouais. Et quand on lui demande de préciser ce qu'il veut dire, il en rajoute. Il défend cette idée que au fond, antiraciste et anti-nazi et pro-nazi, c'est la même chose, il y avait des torts des deux côtés. Et ces quelques mots, des torts des deux côtés, il y avait... Ces mots qu'il a rajoutés, ces Trumpitudes, créent une situation intenable, puisque beaucoup de gens, y compris dans son administration, sont choqués, y compris sa fille. À cause d'un mot, il va se mettre dans une situation intenable à cause d'un mot qu'il ne veut pas retirer. Oui. Et c'est typiquement... Il compte sur ses positions parce que ce qu'il dit est sa propre vérité, il ne veut pas revenir dessus. Alors parmi les habitudes verbales, on va dire, du président américain, il y a sa propension à s'auto-congratuler, à ne dire du bien que de lui-même. On l'écoute tout de suite. People don't understand. I went to an Ivy League college. I was a nice student. I did very well. I'm a very intelligent person. I'm very highly educated. I know words. I have the best words. I'm really rich. I'll show you that in a second. I think my single greatest asset of any assets I have is my temperament. I do have actually much more humility than a lot of people would think. I will be the greatest jobs president that God ever created. I tell you that. I think the press creates a different image of Donald Trump than the real person. Qui cherche-t-il à convaincre en parlant comme ça ? Lui-même déjà. C'est-à-dire que il voit le monde est assez simple, c'est-à-dire qu'il y a les gagnants, les perdants, les great, les grands, et les losers,
perdant. Et au fond, il considère lui-même qu'il est un gagnant. Et son père, d'ailleurs, l'a élevé dans l'idée que tu seras un roi, tu seras un gagnant, tu seras un battant, un fighter. Et donc lui pense le monde, et c'était déjà le cas avant qu'il soit en politique, pense le monde comme un combat permanent. Et lui est du camp des gagnants. Et donc, et d'une certaine point de vue, si on se met du point de vue de Trump, s'il lui ne le dit pas, qui va le dire? Donc il le dit. Il le dit. Et d'ailleurs, il l'a dit suffisamment fort pour avoir une carrière incroyable et pour sortir de la banqueroute dans les années 90, pour revenir, pour se lancer en politique, pour être élu président. Pourquoi ne continuerait-il pas? Il est le plus grand, et ce qui crée notamment, parce que beaucoup de ces mots viennent en fait de moments de frustration, de tension, quand notamment la presse pointe un certain nombre de critiques de son action. Et sa colère vient souvent du décalage entre ce que lui perçoit comme des moments de grandeur, de réussite, et les critiques qui sont faites sur ses propres moments. Parfois, il dit je rentre à l'appartement, je dis à ma femme, aujourd'hui, j'ai été great, j'ai été formidable, je regarde la télévision, et ils ne font que me critiquer. Et c'est ce décalage qui crée une tension, et c'est pour ça que lui a besoin sans cesse de rajouter, je suis le plus grand, le plus fort, le plus extraordinaire, le plus intelligent, je suis un génie, etc. Justement, à propos de se convaincre lui-même et d'être en opposition avec ce que les médias disent, votre livre révèle évidemment les nombreux mensonges et les explications approximatives. J'en ai mis très peu parce que... Vous en avez mis très peu, mais il y en a quand même quelques-uns. Ça démarre déjà le lendemain de son investiture, avec la foule dont il dit qu'elle était supérieure à celle qui était présente pour Obama. Un fait divers en Suède qui n'a jamais eu lieu, auquel il réfère le public. Il critique les soi-disant très mauvais sondages d'ABC News, Washington Post sur son élection, alors que c'est eux précisément qui avaient qui avait prédit son élection. Pareil sur des signatures de législation, il se positionnait comme, après Lincoln ou Roosevelt, je ne sais plus, comme étant celui qui avait le plus signé législation. Or, en fait, c'est archi faux. Il y croit, ces mensonges? Alors, certains d'entre eux, il y croit vraiment parce que des proches lui ont dit vous serez le plus grand, jamais personne n'avait. Donc, il y croit parce qu'il a plus confiance en eux que dans la presse. Et d'autres exemples que vous avez cités, c'est aussi un problème d'information. C'est-à-dire que c'est une bêtise de le dire, mais il regarde Fox News en permanence. Il regarde Fox News entre 4, 6, voire parfois 8 heures par jour. Et Fox News décrit une réalité qui est parfois un peu exagérée. C'est-à-dire que Fox News, par exemple, va rarement critiquer l'enthousiasme des troupes de Donald Trump. Donc quand tu lui vois sur Fox News qu'il y a beaucoup d'applaudissements pour un discours, pour une action, ou une foule, il ne comprend pas que les autres médias décrivent ce qu'il a arrêté, c'est-à-dire que montrent des photos en parallèle où il y avait beaucoup moins de monde que pour Obama, ou que par exemple, il n'a pas eu autant de succès qu'il le dit. Et c'est ce décalage entre la réalité qu'il voit sur le média auquel il fait confiance et les autres médias qui parfois créent cette frustration. C'est pour ça d'ailleurs que son nouveau directeur de cabinet, son chief of staff, qui a été nommé cet été, John Kelly, qui est un militaire, l'une des principales actions qu'il a tenté d'opérer, avec un certain succès pour l'instant, c'est le contrôle de l'accès de l'information qui arrive à Donald Trump. Puisque jusque-là, par exemple, des gens allaient lui donner une fausse une d'un magazine montrant que le réchauffement climatique est faux. Et lui, finalement, ça se transformait parfois en tweet là-dessus. En disant fake news, on dit qu'il y a un réchauffement climatique alors qu'il y a une qui dit non. Donc lui, John Kelly, essaie de tarir les sources d'information pour qu'il puisse en tout cas vérifier l'information qui arrive jusqu'à Donald Trump. De la part de ses amis, il a coupé l'accès au bureau ovale à un certain nombre de gens. Et ça a eu un effet assez notable ces derniers mois, c'est que Donald Trump dit moins de bêtises. C'est-à-dire qu'il raconte moins, il répète moins, par exemple, des rumeurs qui étaient circulées sur des sites d'extrême droite que certains lui amenaient imprimés, et lui se disait ça doit être la vérité. Donc la question de l'information et de sa propre information est importante. Il regarde Fox News dès 6 heures et il tweet dès 6 heures la matinale de Fox News. Fake news, c'est un mot qui revient, vraiment c'est probablement l'expression qui revient le plus souvent dans ses propos, dans ses tweets, dans ses interventions. C'est son sujet favori. Ces attaques violentes contre les grands médias classiques sont quasi quotidiens, contre CNN, contre le New York Times. D'où vient son rejet viscéral des élites libérales et sa propension à alimenter la haine du peuple à leurs égards? C'est là où je pense qu'il y a une incompréhension, c'est qu'il n'y a pas de rejet de ces élites libérales. C'est qu'au fond, il aimerait tellement
il aimerait tellement que ces élites disent du bien de lui. Par exemple, le New York Times, c'est intéressant, il est, lui, un enfant de New York, mais un enfant du Queens. C'est-à-dire qu'il regardait Manhattan comme de l'autre côté de la rivière, l'endroit où il a voulu réussir, il a construit des tours, mais jamais il n'a été totalement accepté par les élites de Manhattan. Et au fond, il adorerait que le New York Times dise du bien de lui, il adorerait que cette institution dise du bien de lui. Et le rapport qu'il a, par exemple, avec la correspondante du New York Times à la Maison-Blanche est très intéressant. Il était, pas ami, mais il avait des rapports privilégiés avec elle avant l'élection, avant même la campagne, parce qu'elle avait été avant dans les tabloïds, le New York Post, donc il la connaissait, il parle le même langage new-yorkais, et d'ailleurs il lui donne des informations régulièrement, et il aimerait tellement qu'elle écrive un article en disant du bien de lui. Et il essaye, et beaucoup de gens autour de lui d'ailleurs disent « Mais pourquoi est-ce que tu passes autant de temps à essayer de la convaincre elle ?» Mais il adorerait que le New York Times dise du bien de lui. Il adorerait que le CNN, dont le patron était le directeur de NBC qui lui a donné cette télé-réalité, il adorerait que CNN dise du bien de lui. Et en fait, il n'a pas de rejet profond des idées libérales. Beaucoup de gens qui le soutiennent en ont, mais lui aimerait avoir leur validation. Et ça, il ne peut pas le dire, mais c'est tellement ça qui mène son action au quotidien. On peut s'étonner tout de même que cet homme issu quand même d'un milieu aisé, hein, oui. Il n'a pas démarré en bas de l'échelle, sa famille avait fait fortune bien avant lui. Et... Il a considérablement augmenté cette fortune, bien sûr. On peut dire que son univers, en étant enfant, était quand même milieu aisé, milieu bourgeois. Oui, mais pas de Manhattan, pas des élites, pas des grandes familles, pas des grandes écoles de Manhattan. Il était... Entre guillemets, son père, en tout cas, on lui faisait comprendre que son père était un nouveau riche, ce qui n'était pas tout à fait exact d'ailleurs, puisque son grand-père déjà avait fait fortune, mais finalement, il n'a jamais été accepté par le monde des gens bien habillés, bien éduqués et propres sur eux de Manhattan. Et ça, ça a été l'un des moteurs de sa vie, et finalement, il aura claqué le beignet, si on peut dire. Il est devenu président des États-Unis. C'est pour ça qu'il ne cesse de répéter « Moi, je suis président, mais c'est moi qui ai réussi, c'est moi qui ai gagné ». Président. Vous me critiquez, mais moi, au moins, je suis président. Et ce qu'il ne supporte pas, et c'est ça qui nourrit aussi sa haine qu'on a vue dès le premier jour, c'est qu'il pensait qu'au moment où il serait élu, ces gens-là feraient amende honorable et s'excuseraient. Et d'ailleurs, il écrit parfois le New York Times s'excuse, ce qui n'est pas vrai, mais il aimerait tellement que ces gens-là disent « On s'est trompé sur votre compte, vous êtes quelqu'un d'important ». Et donc, c'est ça aussi qui nourrit sa colère. Et puis il en profite. Il nourrit effectivement une haine anti-média qui existe dans plein de pays. Il a, on va dire, le populisme chevillé au corps, hein, qu'il veuille faire un avec le peuple américain et pas n'importe lequel, puisque c'est avec les oubliés qu'il veut faire un. Il a réussi d'une certaine manière. Il a réussi d'une certaine façon, mais est-ce qu'il s'agit d'une pure stratégie ou est-ce qu'il se sent vraiment proche de cette partie de la population? Alors, il y avait autour de lui un certain nombre de gens qui ont essayé de construire une stratégie politique autour de ce positionnement, et Stephen Bannon, notamment dans les derniers mois, a été essentiel pour justement articuler le personnage Donald Trump avec une forme de révolte populiste qu'il appelait une révolution populiste de nationalisme économique. Et donc, il y a eu une articulation politique qui, au bout du compte, lui a permis d'être élu dans les derniers mois, alors qu'à l'été 2016, il était très loin dans les sondages. Mais lui-même, Donald Trump, sans minimiser ses talents, n'a pas conçu dès le départ ce positionnement comme une stratégie. Au fond, il est comme ça, et depuis longtemps, il était déjà comme ça dans les années 80, il était déjà comme ça dans les années 90, lors de ses premières tentatives ou premiers discours laissant entendre qu'il pourrait rentrer en politique. Et déjà, son premier livre que j'évoquais tout à l'heure, The Art of the Deal, était beaucoup là-dessus. Et je crois, et on peut lui accorder cet élément qui est un élément important, c'est que même s'il vit au sommet d'une tour pleine de marbre et de dorure sur la 5e avenue, il a un talent incroyable, c'est d'être en phase avec une bonne partie des Américains. Col bleu. Ils se sentent plus col bleu que col blanc. Oui, mais plus que des cols bleus, parce que c'est pas seulement l'Amérique industrielle, c'est au fond pour caricaturer l'Amérique qui regarde la télévision, l'Amérique qui regarde la télé-réalité, l'Amérique qui lit les tabloïds, l'Amérique au fond qui ne cède pas au code des élites de la côte Est et de la Californie. Et même si lui-même fait partie de ce monde privilégié, il a toujours été en phase, il a toujours su sentir au moins ce qui allait être l'humeur des gens. Et ça, c'est un talent incroyable. Et c'est comme ça qu'il a compris qu'il fallait, comme disaient certains de ses conseillers, « let Trump be Trump », que Trump continue à faire du Trump. Et c'est pour ça qu'il leur parle comme il leur a toujours parlé. Et c'est comme ça qu'il a été entendu. Et c'est comme ça qu'il a été élu et qu'il gouverne. Donc il continue. Et c'est ces mots qui sont... ces vecteurs pour communiquer avec eux directement, pour traverser finalement le filtre des élites, des journaux, des médias, des élites. Il leur parle avec des mots simples.
Quel événement pourrait venir abréger la présidence de Trump? On peut spéculer sur l'investigation du procureur Mueller, sur l'affaire russe, sur est-ce que ce serait une éventuelle collusion ou une obstruction de justice du président. La justice suit son cours et peut-être que quelque chose sera révélé. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a rien qui permettrait objectivement de mettre un terme à cette présidence par une procédure d'impeachment. On n'en est vraiment pas là. Et il est probable d'ailleurs qu'il n'y ait pas d'éléments pour aller jusqu'à un impeachment. En tout cas, tant que les républicains auront la majorité au Sénat et à la Chambre, il y a des midterms, des élections en novembre. Finalement, il peut être lui-même sa propre... il est parfois son propre ennemi. Et je citais l'exemple de Charlottesville, mais on pourrait en citer d'autres qui, au fond, par des déclarations malencontreuses, il a parfois détourné l'attention de ce qui pourrait être qualifié comme des réussites. Par exemple, la réforme fiscale, même si c'est une collaboration avec la majorité républicaine, c'est pour beaucoup d'Américains conservateurs une grande réussite. La première baisse d'impôt la plus importante depuis Ronald Reagan, qui a un effet majeur sur l'économie. On l'a vu sur les marchés financiers, sur un certain nombre de grandes entreprises qui augmentent les salaires. Voilà, ça c'est une grande réussite de Donald Trump. Et finalement, ce qui est frappant, c'est que Donald Trump n'a même pas laissé le temps de digérer cette réussite. Il n'a pas su exploiter habilement, comme l'auraient pu le faire des politiques aguerris, avec des communicants et des messages très précis, cette grande réussite. D'autres mots ont détourné l'attention vers d'autres choses. Et parfois, ce côté coup d'éclat permanent nuit à l'enregistrement, à la digestion de ses propres réussites. Et c'est parfois dommage parce que on peut contester Donald Trump sur beaucoup de points, mais il a, par exemple, en nommant un juge conservateur à la Cour suprême, c'est un élément important pour beaucoup de républicains. La réforme fiscale, c'est un élément important pour beaucoup de républicains. Mais ces déclarations, ces mots, parfois, détournent l'attention de ce qui pourrait être qualifié de réussite en tout cas. Pour reprendre votre formule, il reste environ 1000 jours pour que l'Amérique retrouve sa grandeur. C'est autant de salves de tweets, on imagine, qui seront déversés chaque jour par Trump et qui alimenteront les débats. Est-ce que vous pensez que la puissance de feu verbale de Trump va se tarir, s'amenuiser? Moi, je pensais qu'en étant élu, en arrivant au pouvoir, il allait se normaliser. Erreur complète. Dès les premiers jours, il nous a montré qu'au contraire, il voulait plus que jamais, enfermé dans la Maison-Blanche, se servir de ses armes pour rester connecté avec les Américains. Donc il va continuer. En tout cas, je le pense. Le risque de Donald Trump, et il en est assez conscient, c'est justement de perdre sa capacité d'occuper sans cesse l'actualité. Et c'est très frappant. La semaine dernière, il y a eu ce fait divers incroyable en Californie, cette maison de l'horreur. Avec les 13 enfants retrouvés enchaînés. Une affaire incroyable, qui aurait dû faire la une. Moins de 24 heures après la révélation de cette affaire-là, dans le journal télévisé le plus regardé de NBC, était passé à la 18e minute du journal télévisé. Parce qu'avant, il y avait tout ce que Donald Trump avait fait, dit, attaqué, contesté. Donc il est sans cesse à la une de l'actualité, il arrive sans cesse à occuper le terrain. Et est-ce qu'à un moment donné, ça ne va pas lasser les Américains, y compris les Américains qui l'ont élu? Est-ce qu'ils ne vont pas être fatigués, épuisés presque moralement par ces Trumpitudes qui éclatent chaque jour, chaque matin, dès 6 h du matin, parfois jusqu'à minuit le soir? Est-ce qu'ils ne vont pas être fatigués par ce mode d'exercice du pouvoir? C'est une des questions des ans qui viennent. Encore 3 ans. On ne peut s'empêcher de penser à ce que j'appellerais les dommages collatéraux qui laissera derrière lui Donald Trump, en particulier sur la place et l'image des États-Unis dans le monde. À la fin de son mandat, est-ce qu'on pourra dire qu'il aura presque tué l'Empire américain? Mais c'est une question importante, la question de la puissance américaine, de la place de l'Amérique dans le monde. Mais Donald Trump n'est pas le déclencheur de cette évolution. Finalement, est-ce qu'il n'en est pas plutôt le symptôme? Est-ce que la prééminence américaine qui est en train d'être rattrapée par la Chine, ça n'a pas commencé le 20 janvier de l'année dernière? D'une certaine manière, Barack Obama, lui aussi, avait engagé une forme de retour de l'Amérique dans cette ère et une hésitation à intervenir dans le monde. Donc peut-être que l'histoire retiendra que, par des aspects très différents, Barack Obama, Donald Trump et peut-être les suivants auront opéré ce retour de l'Amérique, ou en tout cas cette position de l'Amérique moins prééminente. C'est ce qu'on verra dans les prochaines années. Je pense qu'il faut aussi savoir raison garder. C'est-à-dire qu'il y a
Donald J. Trump, né en 1946 à New York, qui parfois nous surprend, nous agace, nous étonne, nous effraie. Et puis il y a par ailleurs la présidence américaine, la diplomatie américaine. Il y a autour de lui son directeur de cabinet, son ministre de la Défense, son ministre des Affaires étrangères, qui continue tant bien que mal, son conseiller à la sécurité intérieure, qui mène une politique qu'on peut critiquer, mais qui est assez cohérente sur un certain nombre de points de vue, sur l'Iran, sur la Chine, sur l'Europe. Et en tout cas, il n'y a pas eu forcément de rupture, en tout cas en politique étrangère, majeure. L'image de Donald Trump et peut-être de la présidence sera détériorée, mais je ne suis pas certain que on puisse lui imputer un retrait de l'Amérique dans le monde. C'est probablement la fin du siècle américain. Il avait commencé avant lui. Lui en est un symbole éclatant, mais ça serait exagéré de l'accuser d'un effacement de l'Amérique. On va passer tout de suite, Philippe Corbet, aux questions des internautes qui nous suivent. C'est tout de suite vos questions. Merci de nous suivre en direct. Voici les questions des internautes. Julie, sa façon de parler est-elle, selon vous, un facteur de l'élection de Trump? Totalement. C'est-à-dire qu'il est... Son principal atout, ça n'était pas son positionnement politique, même s'il a été important, ça n'était pas sa maîtrise de l'appareil, puisque jusqu'à très tard, l'appareil du Parti républicain a été réticent et a voulu même le rejeter jusqu'à très tard. Ça n'était pas non plus ni son... Enfin, en tout cas... C'était ces mots qui ont fait qu'il a été élu, parce qu'il a su en permanence, dès le début de sa campagne en juin 2015 jusqu'à la fin en novembre 2016, il a su sans cesse avec ces mots d'abord rejeter l'ensemble des autres candidats républicains, puis affaiblir, mais plus qu'affaiblir, puis saper totalement la candidature d'Hillary Clinton, et même d'une certaine manière, parce qu'une bonne partie de la presse était contre lui, il a su aussi désamorcer le traitement par la presse de sa campagne, qui était effectivement un traitement assez négatif. Donc il a su, grâce à ces mots et une forme d'énergie pour les faire passer en permanence, il a su voilà, défaire toutes ces oppositions et être élu. Ces armes, ces mots, ce sont ses armes. C'était vrai avant l'élection et c'est vrai aujourd'hui au pouvoir. Germaine s'interroge, que disent les psychiatres à propos de Donald Trump? Alors, il a passé récemment un examen médical. Oui, avec un test cognitif, mais moi je suis très réticent depuis le départ sur ces psychiatres qui, contre toute, j'allais même dire tout honneur professionnel, font des diagnostics à distance sur un personnage qu'ils n'ont pas vu. Je comprends l'inquiétude de certains d'entre eux, parce qu'ils sont par ailleurs citoyens et inquiets. Mais je me méfie de ces médecins qui diagnostiquent un malade qu'ils n'ont pas vu. Et même, je vais vous dire d'une certaine manière, peut-être qu'il a une grave maladie mentale, peut-être qu'il a un début d'Alzheimer comme Reagan, je n'en sais rien. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça n'est pas le problème, ça n'est pas la question. Je pense que ce qui est intéressant, et j'essaye de le montrer dans mon livre, c'est qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter, il n'y a pas besoin de spéculer sur des maladies mentales. La manière dont il parle, il en parlait comme ça, il parlait comme ça déjà il y a 30 ans, la manière dont elle parle décrive un personnage et décrive un univers mental qui est très intéressant et qui ne relève pas, qui peut apparaître narcissique, égocentrique et tout ce que vous voulez, mais ne relève pas d'une pathologie. C'est un personnage à part. Il a toujours été comme ça, et c'est ça qui fait sa force. Donc le décrire aujourd'hui comme une forme de, je ne sais lui coller n'importe quelle maladie mentale, je pense que c'est passé à côté du sujet. Il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Il est exceptionnel, comme le sont beaucoup de puissants. C'est le président le plus exceptionnel qu'ait connu l'Amérique. Il est extraordinaire, au sens propre du terme. Il sort totalement de l'ordinaire. Juliette demande, George Clooney ou Oprah Winfrey sont-ils de probables futurs présidents? Oh, oula, probable futur président, je ne mettrai pas ma main à couper. George Clooney s'est toujours intéressé à la politique, mais à une image de beau gosse, qui collerait pas forcément. C'est intéressant ce qui s'est passé autour d'Oprah Winfrey, parce que la question de sa candidature s'est posée, d'ailleurs il y a depuis longtemps, s'est beaucoup posée ces dernières années, a toujours dit non. On va rappeler qu'Oprah Winfrey est une productrice, animatrice américaine. C'est la femme la plus puissante d'Amérique. Voilà, la femme la plus puissante d'Amérique. Elle a tenu un discours qui a été remarquablement relayé dans les médias, puisqu'elle-même a fait vraiment un très très beau discours lors d'une remise de prix. Je crois que c'était les Golden Globes. C'était les Golden Globes il y a 15 jours. Et ce qui est frappant, c'est que quand on écoute le discours
discours en intégrale pendant 9 minutes. Le discours ne parle pas de politique, ne parle pas de Trump d'ailleurs. C'est un discours sur elle, son histoire de jeune fille noire dans un état du Sud où il y avait encore la ségrégation, de son parcours professionnel, de la représentation des Noirs, des femmes, de croire en soi, parce que c'est son grand truc, croire en soi, construisez votre propre vie. Elle ne parlait pas de politique. Mais la manière dont les gens l'ont perçu, ils l'ont perçu comme un discours politique et comme un discours de « moi, je peux aussi ». Et je pense que ça révêle beaucoup plus de choses sur l'Amérique que sur Oprah Winfrey elle-même, qui, je pense, n'a pas forcément envie d'y aller. Elle a dit plusieurs fois qu'elle ne voulait pas y aller. Parce qu'elle sait très bien que ce n'est probablement pas de ça dont l'Amérique a besoin. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça révèle quelque chose sur l'Amérique, en tout cas l'Amérique anti-Trump, qui se cherche n'importe quoi, n'importe qui pourrait écraser Donald Trump. Et je pense que peut-être que Oprah Winfrey sera candidate et peut-être qu'elle sera élue et peut-être qu'elle sera une bonne présidente, mais je pense que c'est assez dangereux de considérer, pour ceux qui n'aiment pas Donald Trump, que l'alternative à Donald Trump est forcément une célébrité de la télévision, avec une comme on dit en anglais, une personnalité plus grande qu'elle-même, un peu comme Trump. C'est un choix assez osé, alors qu'il y a dans le camp démocrate, et c'est aussi ce que révèle la question sur Winfrey, il y a dans le camp démocrate plein de gens qui pourraient y aller. Et pour l'instant, personne n'émerge, parce que personne n'a une personnalité assez forte pour faire face à Trump. Et donc, c'est plus en creux l'isolement ou la perte de repères de la gauche américaine, ou plus généralement de l'Amérique anti-Trump, que révèle cette question Oprah Winfrey. Puis elle est milliardaire, qu'est-ce qu'elle irait faire dans une campagne électorale ? Benjamin, et ce sera la dernière question. S'il n'est pas réélu, quel républicain pourrait succéder à Donald Trump ? Il sera candidat en 2020. S'il n'est pas, il peut évidemment souhaiter ne pas être candidat, mais a priori, il le dit lui-même, il sera candidat en 2020. S'il est battu, donc on parle de 2024. Il y a un sénateur qu'il faut suivre, sénateur de l'Arkansas, qui s'appelle Tom Cotton, qui est un ancien vétéran de l'Irak, de l'Afghanistan, qui est vraiment quelqu'un de brillant, les facs de droit d'Harvard, quelqu'un vraiment d'intéressant, et qui joue un jeu très particulier pendant cette présidence. Il est, au fond, sur un certain nombre de questions, notamment sur l'immigration, sur une ligne assez dure, ou en tout cas sur une ligne où il colle beaucoup à Donald Trump. Il est très différent de Donald Trump, mais il apporte au fond une crédibilité politique et une crédibilité d'expérience qui est très utile à Trump, notamment dans l'histoire récente sur le pays de merde. Il était dans cette réunion-là. C'est quelqu'un qui aujourd'hui joue la carte de « je serai un jour », peut-être pas l'héritier, parce qu'il est trop différent de Trump, mais un jour, je jouerai la carte de « j'ai été loyal à Trump ». Et ça, c'est intéressant à suivre, parce que lui se positionne pour un jour être candidat. Et puis, il y aura probablement, je ne sais pas qui encore, mais des républicains qui voudront au contraire dire l'aventure Trump a été un égarement pour le républicain, et qui reviendront à une position plus classique que j'essaye de décrire dans ma conclusion, c'est-à-dire une Amérique comme celle que décrivait Reagan, c'est-à-dire une Amérique conservatrice, de droite, mais ouverte au monde, qui ne définirait pas l'autre forcément comme un ennemi, et qui reviendrait à une version plus classique du conservatisme américain, qui est celui de Reagan, mais aussi avant, évidemment, par exemple, d'Eisenhower. Et c'est cette Amérique-là d'un conservatisme classique qui est la plus grande perdante de l'époque Trump. Est-ce qu'elle va trouver quelqu'un qui reprendra ce fanion-là ? On le verra dans les prochaines années. En tout cas, pour l'instant, il n'y a personne, parce que le seul, c'est John McCain, qui est très vieux et qui ne sera pas candidat. Merci beaucoup, Philippe Corbet, d'être venu au Figaro répondre à mes questions. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Trumpitude et Turpitude. C'est édité chez Grasset. Merci encore. Bonne journée. C'est génial. C'est génial. Bonjour.